Bienvenue à cette soirée conférence-débat et notamment bienvenue à Alain Grèche qui vient ici à Strasbourg pour d'abord reprendre contact avec ce public qui nous est si fidèle et ensuite pour apporter des nouvelles fraîches du terrain sur lequel il évolue. Ce terrain étant, comme vous le savez, le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Avant d'en dire plus, et je dirai très peu de choses ce soir, parce que je pense qu'il y a du monde d'abord qui veut débattre, discuter avec Alain, qu'il faut aussi probablement apprendre beaucoup de choses de son expérience récente également sur le terrain qui nous préoccupe. Je voudrais quand même avoir une pensée pour tous ces malheureux qui sont en train de gagner les fonds de la Méditerranée. Il ne se passe pas une demi-journée sans qu'on apprenne qu'un bateau lance un SOS. Et aux dernières informations, il y a quelques minutes, en attendant Alain à la gare, le haut-parleur de la gare nous disait qu'on en était à 2800 personnes repérés, dont 2 bateaux actuellement en train de couler à 200 km des côtes de Lampedusa. Donc, ce qui se passe est épouvantable. On essaye de s'imaginer la façon dont ces gens sont assassinés, alors que les politiques regardent ailleurs. Et c'est vraiment une émotion très forte d'imaginer les scènes d'abandon en pleine mer, de ces femmes, de ces enfants, de ces personnes qui, partis avec l'espoir au cœur, se retrouvent exécutés, on ne peut pas dire autrement, non seulement par ceux qui en font commerce, mais par ceux qui se taisent et qui regardent ailleurs. Ils se sont enfin réunis aujourd'hui pour dire qu'ils vont se réunir dans 2 jours. Parenthèse fermée, tragique parenthèse. Ce soir, nous accueillons Alain pour qu'il puisse nous expliquer, et ce n'est pas pour rien que nous avons mis sur notre acte le mot « aujourd'hui » en italique. La situation évolue tellement vite du nord au sud de la zone considérée, en gros Istanbul-Djibouti, de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est, Casablanca, Istanbul, de ces régions, il apparaît que, pour l'instant, dans ces régions, c'est le chaos total. Mais probablement, il nous le dira, il nous l'expliquera, il a certainement repéré quelle était la tactique, si la tactique n'a pas déjà disparu pour être livré à l'improvisation quotidienne de hordes, de tribus ou autres, bénéficiaires et manipulés aussi quand même, et qui sont au cœur même de tous ces conflits qu'on ne peut plus compter. Donc nous comptons sur lui pour éclairer un petit peu, dans la mesure du possible, nos lanternes, et nous donner des arguments pour en parler autour de nous. Car, et c'est aussi le but de cette soirée, il s'agit de remettre sur la première marche la préoccupation que nous avons du sort de la Palestine, parce que nous sommes des militants pour la Palestine, pour la paix certes, mais pour la Palestine. C'est l'intitulé de nos associations. Nous sommes pour la Palestine, à l'aube des 70 ans que nous avons suivis, pendant lesquels nous avons suivi la progression de la douleur de ce pays qui est plus debout que jamais, plus digne que jamais, plus digne d'intérêt que jamais, dont la culture
est on ne peut plus vivante, et nous en avons eu, et nous remercions ceux qui ont participé, nous en avons eu une preuve flagrante dans la magnifique réussite du festival du film palestinien, où nous avons, lors des soirées, des 3 soirées, refusé du monde. Malheureusement, les salles étaient trop petites. Ça réchauffe le cœur de voir cet engouement, quand même, pour un pays dont on ne parle presque plus, bien qu'il soit au centre des raisons, notamment, du conflit. Donc va vous parler Alain, à qui je cède bien volontiers la parole. Bien, merci à l'association des Amis du Monde Diplomatique de m'avoir invité. Merci aussi au collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine. Donc je vais essayer de vous parler à la fois de la situation dans la région et en Palestine. C'est une tâche assez difficile, je dois dire, parce qu'on a l'impression, et pas que l'impression, qu'il règne une telle situation générale de chaos qu'on n'a pas forcément des grilles d'analyse faciles et on voit comment on passe d'un conflit à un autre, du Yémen à la Syrie, à l'Égypte. C'est effectivement toute une série de conflits liés. Et je n'apporterai peut-être pas de réponse ou d'analyse détaillée de tous ces conflits, mais je vais essayer de les mettre un peu en perspective dans l'histoire de la région, et aussi de les mettre en perspective par rapport à la question de la Palestine, qui reste pour cette région une question centrale, même si on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Je prendrai comme point de départ les événements de 90-91, c'est-à-dire quand à la fois la guerre froide prend fin et se dessine à l'échelle internationale une possibilité plus ou moins grande de régler les différents conflits qui jusqu'à présent paraissaient insolubles. Ça va être les négociations sur l'Angola, ça va être les négociations sur l'Amérique centrale, sur le Nicaragua, ça va être aussi la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est le moment où il y a les négociations sur l'Irlande. Et dans ce contexte-là, s'ouvrent des négociations sur la Palestine, pour la première fois avec une espèce de consensus international qu'il faut régler cette question. Et en même temps, 1990-91, c'est la première guerre du Golfe, c'est-à-dire l'intervention d'un demi-million de soldats occidentaux, arabes, en Arabie Saoudite pour contrer l'invasion irakienne du Koweït. On peut dire peut-être que c'est à ce moment que se dessinent les 2 tendances possibles des évolutions dans cette région. Une qui est celle de la solution politique des conflits, et l'autre qui est de l'intervention militaire comme solution ou pseudo-solution au conflit. Et comme vous savez, cette période va déboucher sur ce qu'on a appelé les accords d'Oslo, c'est-à-dire une négociation entre les Palestiniens et Israël, dans des conditions qui sont assez difficiles. Et déjà nous savions à l'époque que les accords d'Oslo contenaient beaucoup de failles, mais qui marquaient quand même une évolution importante par rapport à la situation antérieure, c'est-à-dire que pour la première fois, les États-Unis, Israël, reconnaissaient l'Organisation de libération de la Palestine comme un interlocuteur, et ensuite reconnaissaient que d'une manière ou d'une autre, la Cisjordanie et Gaza, après une période d'autonomie, étaient vouées à une forme d'indépendance. En tous les cas, c'est ce qu'on avait cru à l'époque et ce qui apparaissait possible. C'était d'autant plus important que après la fin de la guerre froide, il faut bien comprendre que le conflit palestinien, et ça je le dis et le répète, c'est pas un conflit très important en termes stratégiques. Surtout qu'il n'y a plus d'affrontement entre les Soviétiques et les Américains, et que l'édification d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, n'est pas un bouleversement majeur de la donne internationale. Donc il y avait cette
possibilité de régler ce conflit qui était à la fois, comme je dis, un conflit relativement peu important, et même s'il y a une occupation qui dure depuis des décennies, c'est un conflit qui, au total, même si c'est toujours difficile de faire une comptabilité, n'a pas a causé moins de morts que le conflit en Syrie depuis 4 ans. Mais en même temps, c'est pour le monde arabe et musulman un conflit symbolique tout à fait important. Parce qu'on peut dire que c'est le dernier conflit de type colonial, c'est-à-dire d'une terre occupée, colonisée, et d'un peuple à qui on a refusé l'indépendance, et qui est un conflit pour l'ensemble des peuples de la région, en particulier les peuples du monde arabe, et le symbole, disons, double langage occidental, européen et américain, par rapport au droit international, aux droits humains, etc. Et il faut le dire, parce que c'est une chose que je répéterai peut-être au cours de mon intervention, c'est aussi un conflit qui alimente beaucoup de haine à l'égard des Occidentaux et du monde occidental. Souvent on pense que, on peut lire dans la presse que les sentiments anti-américains ou anti-occidentaux dans ces pays seraient liés à, je ne sais pas, à l'islam, à une culture différente, etc. Mais en fait, je crois qu'ils sont vraiment au départ liés aux interventions occidentales et surtout à ce qui apparaît comme une injustice majeure, c'est-à-dire la non-solution de la question palestinienne, la non-édification d'un État palestinien. Donc on va entrer dans une période de négociation dont sur laquelle je ne vais pas entrer dans le détail parce que, je veux dire, il y a eu différentes péripéties, certaines graves comme l'assassinat de Rabin, les attentats, etc. Mais ces négociations vont échouer. Et en gros, elles vont échouer. L'échec va apparaître clair et patent au moment de déclenchement de la seconde intifada, c'est-à-dire en septembre 2000. Ils vont échouer, pourquoi? Je crois que c'est important à comprendre, au-delà justement des péripéties, des majorités des gouvernements israéliens, de la victoire de la droite en 1996. Je crois qu'ils vont échouer pour une raison très simple, c'est qu'à aucun moment de la négociation, les Israéliens n'envisagent un État palestinien qui soit un État palestinien indépendant, et à aucun moment de la négociation, ils n'envisagent que les Palestiniens ont des droits, les mêmes droits qu'eux, pas plus qu'eux, mais autant qu'eux. Et que si la sécurité d'un Israélien est importante, la sécurité d'un Palestinien est aussi importante. Et que c'est cette égalité qui est refusée et qui, à mon sens, peut-être qu'on en reviendra, on pourra revenir dans le débat, est la raison fondamentale pour laquelle, jusqu'à présent, les gouvernements israéliens successifs ont refusé une entente avec les Palestiniens. Avec un élément qui est évidemment à jouer, qui est la poursuite de la colonisation. C'est vrai que les accords d'Oslo étaient ambigus par rapport à ce que les Israéliens ont droit ou non de poursuivre la colonisation, selon l'interprétation qu'on fait des textes. Bon, on peut dire que ça a été, à mon avis, une erreur des Palestiniens, enfin d'Arafat en tous les cas, d'avoir accepté que ce point ne soit pas clarifié. Mais la réalité, c'est qu'en 1993, il y avait 100 000 colons en Cisjordanie. 10 ans plus tard, il y en a 300 000. Et qu'il y avait 150 000 colons en Jérusalem-Est, et aujourd'hui, il y en a 300 000. Donc on est à 600 000 colons. Et ça, je dirais, au-delà même du refus israélien du principe d'égalité, je dirais, entre les gens qui vivent sur le territoire historique de la Palestine, c'est évidemment quelque chose qui est insupportable pour les Palestiniens, parce que la colonisation, c'est pas seulement des gens qu'on installe dans des territoires, ça veut dire confiscation de terres, ça veut dire déploiement de l'armée pour protéger les colons, c'est-à-dire toute une série de mesures de restriction à l'égard des Palestiniens, qui fait que la situation devient insupportable et qui a été la cause du déclenchement de la seconde intifada, au lieu de... même si le prétexte avait été la fameuse visite de Sharon
l'esplanade des Bosquets. Donc cet élément est très important pour comprendre non seulement ce qui va se passer en Palestine, mais aussi le contexte dans le monde arabe, en 2000-2001. Et puis il va y avoir un deuxième élément. J'ai dit qu'en 90-91, il y avait une voie vers la paix et une voie vers la guerre. En 2001, après le 11 septembre, l'administration Bush va choisir la voie de la guerre dans la région, avec l'idée qu'il faut changer les structures au Proche-Orient, il faut changer les régimes, il faut instaurer, disent-ils, la démocratie, provoquer ce que Condoleezza Rice appellera le chaos constructif. Ce qui est sûr, c'est que le chaos sera là, mais il ne sera pas du tout constructif. Et ça va déboucher, si vous voulez, cette vision militariste sur l'intervention et le renversement du régime des talibans en Afghanistan, et en 2003, le renversement du régime de Saddam Hussein en Irak. Il faut dire, je reviendrai sur un peu les évolutions après dans ces pays, mais comme vous savez, en 2003, Al-Qaïda est une organisation qui n'existe pas en Irak et qui est complètement absente et qui va en 10 ans acquérir une force dont je vais reparler tout à l'heure. Donc cette politique d'intervention militaire dont l'objectif est d'instaurer un régime irakien pro-américain, démocratique, si possible, qui reconnaisse Israël, ça va être cet objectif que l'administration Bush va poursuivre et pour lequel elle va totalement échouer. Elle va totalement échouer, y compris par rapport à des choses aussi simples que le type de pouvoir qu'elle met en place en Irak. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place un pouvoir qui s'appuie, d'abord un pouvoir qui s'appuie sur une vision confessionnelle. Comme vous savez, les Irakiens sont divisés entre sunnites et chiites, avec une majorité chiite. C'est un des rares pays arabes où il y a une majorité chiite. Ils sont aussi divisés entre arabes et kurdes. Et en faisant triompher cette logique confessionnelle par les lois qu'ils vont adopter, les Américains vont favoriser en fait une influence sans précédent de l'Iran, qui est pourtant désigné au même moment comme leur ennemi. Et donc il faut voir que de leur point de vue, c'est un échec absolu, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver à avoir un État irakien stable. Ils vont avoir à Bagdad un pouvoir qui regarde au moins autant en direction de Téhéran qu'en direction de Washington. Et il va y avoir aussi une guerre sans précédent, qui va se prolonger pendant des années, alors que les Américains avaient annoncé que la victoire serait facile. Elle l'a été, c'est-à-dire qu'ils ont renversé Saddam et personne ne pouvait en douter en quelques semaines. Autre chose est de stabiliser le pays, d'autant qu'ils vont adopter toute une série de mesures dont on a du mal à savoir si c'est la stupidité ou les erreurs de calcul. C'est tellement stupide qu'il y a des gens qui pensent que c'était un vrai complot américain pour détruire l'Irak. Réellement, je ne le crois pas, mais on peut s'interroger, puisque une des premières mesures ils vont prendre 2 mesures concernant l'État irakien, c'est-à-dire la dissolution de l'armée et la débassification, c'est-à-dire empêcher toute personne qui a eu des responsabilités au parti Baas, qui était le parti au pouvoir sous Saddam Hussein, d'occuper des responsabilités. Alors vous savez comment c'était en Irak, c'est-à-dire tous les cadres étaient au parti Baas, ils n'avaient pas le choix. Donc c'est-à-dire ça, ils ont privé l'État de sa force, en liquidant l'armée, ils ont voulu reconstruire quelque chose, mais qui s'est de plus en plus assimilé à des espèces de milices et des milices confessionnelles. Cette intervention va provoquer d'autant plus de chaos en Irak et en Afghanistan que les Américains vont, au nom de la lutte contre le terrorisme, étendre ce type d'intervention, pas seulement à l'Afghanistan, mais aussi au Pakistan. C'est-à-dire que de plus en plus, ils vont, avec des tirs de drones et des interventions de leurs commandos, intervenir au Pakistan, ce qui fait que la situation au Pakistan, aujourd'hui, n'a jamais été aussi instable que dans l'histoire. Et puis, ils vont
intervenir aussi avec des drones au Yémen notamment, et en Somalie. Et ils vont étendre, si vous voulez, cette guerre contre le terrorisme, dont l'effet essentiel ne va pas être de combattre le terrorisme, mais qui va être au contraire d'aider à son extension. Je voudrais dire un mot, bon, j'ai abordé le sujet dans un article du Monde diplomatique ce mois-ci. Je veux dire, aujourd'hui, on nous abreuve beaucoup de ce terrorisme. Il faut le dire très clairement, ça n'existe pas. Ça a l'air très choquant de dire ça. C'est-à-dire, on ne mène pas une guerre contre le terrorisme. On ne mène pas une guerre contre les blindés. On ne mène pas une guerre contre... On peut mener des campagnes contre le nucléaire, mais on ne mène pas une guerre contre quelque chose qui a un moyen d'action. Il n'y a rien qui relie ce qu'on appelle, ce que les médias et les gouvernements occidentaux appellent les organisations terroristes. Quel est le rapport entre l'armée républicaine irlandaise et le Hezbollah, entre le Hamas et Al-Qaïda? Je veux dire, il n'y a pas d'idéologie commune. Vous pouvez mener une guerre contre le nazisme, contre le fascisme, contre le communisme, en disant c'est un ennemi dangereux, mais sûrement pas une guerre contre le terrorisme. Parce que, en fait, et on s'en rend compte concrètement, le terrorisme, c'est qui on envie. Le terrorisme, c'est les gens qu'on désigne comme terroristes. Et j'ai donné un exemple à propos, vous avez tous suivi la bataille de Kobané, cette bataille au Kurdistan syrien, où un certain nombre de Kurdes se sont opposés courageusement à l'avancée de l'organisation de l'État islamique. Le problème, c'est que ces Kurdes, ils étaient membres d'une association qui s'appelle le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est une association que les gouvernements européens et les États-Unis considèrent comme terroriste. Et on sait très bien que l'OLP a été une organisation terroriste aux yeux des Occidentaux, que l'ANC a été une organisation terroriste aux yeux français jusqu'à l'élection de François Mitterrand, et aux yeux américains et britanniques sous Thatcher et Reagan. Donc, cette espèce de guerre générale contre le terrorisme, c'est un prétexte à dénoncer des groupes que nous n'aimons pas, mais c'est sûrement pas une manière d'analyser la situation. Et ça tend en plus, une des choses graves dans cette utilisation du mot terrorisme, c'est que ça tend complètement à dépolitiser le regard. On ne lutte plus contre une force politique qui peut être horrible et qu'il faut éventuellement éliminer, j'y reviendrai, mais on lutte contre des barbares. Et contre les barbares, il n'y a pas de discussion possible, c'est des gens qui nous haïssent, disent-ils, qui haïssent les Occidentaux, qui haïssent nos libertés, mais en réalité, c'est pas un concept qui permet d'analyser. Quoi qu'il en soit, je dirais l'intervention américaine dans la région, en Irak, en Afghanistan, a eu l'effet d'étendre une situation de chaos, d'affaiblir les États qui étaient déjà faibles dans la région, je vais y revenir, parce qu'ils étaient des États dictatoriaux et autoritaires, qui étaient des États extrêmement faibles, et de favoriser le développement des milices armées comme un des facteurs importants, c'est-à-dire en Afghanistan les talibans, en Irak les différentes milices, dans le Kurdistan le PKK ou les milices kurdes, au Liban le Hezbollah, en Palestine le Hamas, etc. C'est-à-dire qu'on est rentré vraiment dans cette décennie dite de la guerre contre le terrorisme, dans une nouvelle poussée contre une nouvelle forme d'affaiblissement des États. C'est dans ce contexte qu'ont éclaté les révolutions arabes, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Je crois qu'il faut, surtout aujourd'hui où on a l'impression, pas seulement l'impression d'un recul important, bien comprendre qu'est-ce qui a été à l'origine de ces mouvements. Il y a si vous voulez, des causes qui sont faciles à comprendre parce qu'elles comprenaient l'ensemble du monde arabe. Pour dire les choses rapidement, l'ensemble du monde arabe n'avait pas connu de changement politique depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on avait au pouvoir soit les mêmes présidents, soit leurs enfants.
et que la structure avait été la même. Il n'y a pas de région du monde qui a connu une situation d'un tel immobilisme. Et il y a eu une révolte des citoyens contre cette mainmise de l'État sur les citoyens. Plus les problèmes économiques et sociaux, la place d'une jeunesse, c'est une des régions les plus jeunes du monde, donc de jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui n'ont pas de perspective, plus l'impression, je crois que c'est important, générale de la population, que le monde arabe était à côté du développement mondial. Et qu'il était en plus humilié. C'est là où on revient sur la situation en Palestine, par exemple quand vous voyez, en Égypte en particulier, comment se sont développées les mobilisations sous Moubarak dans les années qui ont précédé le janvier-février 2011. Il y a deux éléments qui ont contribué à la mobilisation et au combat commun contre Moubarak. C'est les grandes grèves ouvrières, notamment dans la région de Mehal al-Kobra, qui est une région textile, où il y a eu des grèves, les grèves les plus importantes de l'histoire de l'Égypte depuis 1946, et la Palestine, qui a permis, face à un gouvernement égyptien qui collaborait sans aucune pudeur avec le gouvernement israélien, qui a permis de mobiliser, notamment au moment de la seconde intifada et en 2009, je crois, la première intervention israélienne sur Gaza. Il est aussi important de comprendre que cette mobilisation, elle a eu aussi un autre effet qu'on n'a pas vu tellement, dont on ne se souvient pas d'une certaine manière, c'est que d'une certaine manière, le discours d'Al-Qaïda, qui était à l'époque la seule organisation terroriste transnationale, a perdu beaucoup de son impact. C'est-à-dire que, pour la première fois, les peuples dans le monde arabe, il apparaissait à ces peuples qu'il y avait une autre voie que celle de la violence de type Al-Qaïda, pour régler les problèmes. Et effectivement, ce discours a perdu de son impact. Maintenant, malheureusement, l'évolution sur le terrain a été très différente. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qu'a été les printemps arabes, parce que, je dirais, il y a eu à la fois, comme quand il y a des processus révolutionnaires, des formes de contre-révolution qui se sont organisées autour de l'Arabie saoudite, d'abord avec l'intervention contre le peuple du Bahreïn, qui est un petit émirat, qui avait connu des manifestations très, très importantes. Ensuite, par le soutien matériel, financier, apporté par l'Arabie saoudite aux militaires égyptiens et à d'autres forces, pour empêcher tout changement. Donc ça, évidemment, ça a joué un rôle important. Le deuxième élément, peut-être qu'on n'a pas vu au moment de la chute des régimes Ben Ali et Moubarak, c'est que, en fait, il a fallu quelques semaines pour en finir avec des régimes qui avaient l'air inamovibles. Et finalement, on a cru que les régimes étaient tombés, alors que ce n'étaient pas les régimes qui étaient tombés, c'était simplement les présidents, et ce qui est très différent. Et donc, il y a eu la résistance de ce qu'on appelle maintenant souvent l'État profond, c'est-à-dire les services de renseignement, l'armée, les hommes d'affaires liés à des pouvoirs corrompus, etc., qui se sont petit à petit organisés. Puis il y a eu d'autres éléments qui ont joué, c'est-à-dire que la seule force politique existante, c'était les frères musulmans, dans leurs différentes déclinaisons, et qu'ils ont été, il faut le dire, en tous les cas en Égypte, d'une incompétence rare, et qu'ils n'ont pas été capables non plus de pousser le changement, et que les forces dites, disons, des jeunes révolutionnaires, ou les forces du mouvement, étaient très très mal organisées ou pas organisées. Pour des raisons d'ailleurs qui sont faciles à comprendre, mais qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de ces régions, c'est-à-dire que dans les années 50 et 60, quand vous faisiez